Amigo, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du fait que le Real a gagné sa 15e Ligue des Champions la saison passée, sa 6e sur la dernière décennie. On ne peut même plus appeler ça un règne, c'est littéralement une dictature. On est bien obligé de l'admettre, amigo, que l'on aime ou pas ce club, le Real est le plus grand club de l'histoire de ce sport. Et si pendant longtemps on a associé les victoires du Real au pouvoir de l'argent, voire même au pouvoir politique, aujourd'hui, on ne peut plus s'accrocher à ça. Parce qu'aujourd'hui, les résultats du Real sont dus à une politique sportive proche de la perfection. Mais pour autant, est-ce que le Real a tué la concurrence? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant de commencer, laisse-moi te présenter un des outils que j'utilise le plus pour préparer mes vidéos, le navigateur Opera. Simple d'utilisation et truffé d'options pour être le plus productif possible, comme Aria, l'IA intégrée d'Opera. Même plus besoin d'aller chercher dans la sidebar, il suffit de faire CTRL+// ou commande+/ pour ceux qui sont sur Mac, et hop, Aria apparaît directement sur ta page. Et maintenant, on peut directement lui faire analyser des images. Et tu peux également générer des images avec Aria à partir d'un simple prompt. Non, vraiment, avec Opera, tout est plus fluide. Si comme moi, tu as toujours 10 000 onglets ouverts, tu apprécieras la fonction Tab Island pour tout regrouper par thème très facilement. Mais aussi les tabs emoji, qui te permettront de reconnaître tes onglets beaucoup plus rapidement. Bref, je te conseille vivement Opera, amigo, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement, tout est plus fluide. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Je t'ai mis un lien pour le télécharger dans la description. 8 février 2006. Demi-finale aller de Coupe du Roi. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Saragosse. Elle ne le sait pas encore, mais cette équipe est sur le point de subir l'une des plus grandes humiliations de son histoire. Sans Zizou, mais avec Beckham, Ronaldo et Robinho, le Real ressemble à tout sauf à une équipe de foot ce soir-là. Il y a de jolis noms sur le papier, mais l'équipe est totalement déséquilibrée. En face, la paire Everton-Diego Milito leur a vite fait comprendre avec notamment un quadruplé de l'Argentin. Score final, 6-1. Ce match aurait pu être anecdotique, mais il s'ajoute à bien d'autres résultats tout autant inacceptables. Et la victoire 4-0 au match retour ne change absolument rien à ce constat. Le Real, à cette époque, ne respecte tout simplement pas le football. Trop de marketing, pas assez de football. Et le fautif est tout trouvé, Florentino Pérez. Après des débuts convaincants, l'homme qui a fait venir Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham s'est enfermé dans une logique financière et enfantine du football. Gagner des matchs, c'est simple, suffit d'avoir les meilleurs joueurs. Le but du football, c'est quoi? C'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Bon, ben on va acheter les meilleurs attaquants du monde alors. Non, vraiment, quiconque a connu le Real de cette époque-là, sait que je n'exagère pas, la politique sportive de Real se limitait à ça. Sauf que quelques années plus tard, le constat est sans appel. L'opération Galacticos est un échec total. Avec le quatuor Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, le Real ne gagne absolument aucune Ligue des Champions et seulement une seule Liga. Certains me rappelleront très certainement que le Real a quand même gagné une Ligue des Champions en 2002 à cette époque-là. Et c'est vrai, mais à cette époque-là, certes, il y avait déjà Figo et Zidane, mais on ne parlait pas encore de Galacticos. C'est réellement quand le trio Figo, Zidane, Ronaldo est assemblé qu'on a cette appellation. D'autant plus que si on regarde en 2002, cette équipe a certes des stars, mais elle reste encore assez équilibrée. Et le pire, c'est qu'entre 2004 et 2010, le Real a été éliminé 6 fois d'affilée en 8e de finale de Ligue des Champions. Même Lyon en rigole encore. Bref, tout ça est absolument inacceptable pour un club de ce standing, d'autant plus qu'à l'époque, si on regarde ce club, si on regarde les matchs, on voit bien qu'il n'y a ni malchance, ni malédiction. Makelele et Del Bosque jugés pas assez bling bling par Pérez, c'est pas de la malchance. La défense qui a été négligée, c'est pas de la malchance. Les jeunes joueurs rapidement mis de côté. Le fameux projet Zidanes y Pavones. Parlons-en. Ce fameux projet qui consistait à mettre des grandes stars devant et à faire confiance aux jeunes de la formation derrière, les jeunes type Francisco Pavón qui a donné le nom au projet, ou encore Raúl Bravo. On l'attend toujours. Bon, le fameux Pavón l'a avoué lui-même, il n'y a jamais eu de projet Zidanes y Pavones. Tout ça n'était qu'un coup de com', surtout à une époque où le Real avait quelques mauvais résultats. Il fallait essayer de détourner l'attention avec quelque chose d'assez fort. Bref, les Galacticos c'était pas ouf, mais encore ça vendait du rêve. T'avais quand même quelques beaux matchs, tu prenais quand même du plaisir devant cette équipe-là. Mais que dire de l'après Galacticos? Robinho, Julio Batista, Carlos Diogo, Pablo Garcia, plus de 100 millions dépensés sur des joueurs tous plus surcotés les uns que les autres. À une exception quand même, le petit Sergio Ramos. Lui, il a fait quand même une carrière assez sympathique par la suite. Alors autant sous les Galacticos, la ligne directrice était un peu foireuse, ok, mais là, il y en a carrément plus du tout de ligne directrice. Les coachs se succèdent les uns après les autres,
aucun plan de jeu n'a été mis en place, il n'y a aucune continuité saison après saison. Bref, c'est un véritable fiasco. Et d'ailleurs, une vingtaine de jours après le drame de Saragosse, Florentino Pérez se rend lui-même à l'évidence et il présente sa démission. Alors tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec le Real actuel? Déjà, je trouve que c'est important de rappeler ce pan de l'histoire du Real. Déjà, pour se rendre compte de la progression de ce club. Quand on parle d'une victoire du Real, on dit toujours « ouais, mais de toute façon, c'est trop facile pour eux », que c'est toujours le Real qui gagne à la fin, comme si c'était une fatalité, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le prestige pour signer absolument les meilleurs joueurs, ou parce qu'ils ont les moyens de se payer les arbitres pour les plus rageux d'entre vous. Mais à cette époque-là, il y avait déjà l'argent, il y avait déjà le prestige, c'était déjà le meilleur club du monde. Et pourtant, ça ne marchait pas. Et deuxièmement, je voulais rappeler ce pan d'histoire parce que je pense que c'est vraiment important pour se rendre compte de l'évolution du Real et surtout de Florentino Pérez. Parce que sans cette période noire du Real, je suis persuadé qu'il n'y a pas la réussite démentielle actuelle. Il faut quand même se rendre compte, cet homme qui faisait tout de travers, très fort en business et en politique, mais qui ne comprenait pas grand chose au football, aujourd'hui a monté le club ultime. Le club qui bosse quasiment le mieux à tous les niveaux. Peut-être 2-3 trucs à redire sur la formation, d'accord. Mais c'est quand même dingue. On peut dire qu'il a sacrément bien appris de ses erreurs, le bougre. Surtout qu'en 2009, quand il revient au club, on pense que c'est toujours le même. Il a toujours le chéquier facile, il a toujours la même folie des grandeurs. Premier mercato, 225 millions d'euros dépensés, dont 94 rien que sur Cristiano. Record absolu à l'époque. Mais durant cet été 2009, une chose a changé. Les sommes sont toujours aussi folles, bien sûr, mais les choix sont bien plus intéressants. Outre Cristiano, il recrute également Kaka, Benzema, Xabi Alonso et Raúl Albiol. Il ne s'est pas contenté de recruter que les meilleurs attaquants du monde. Cette fois, toutes les lignes sont renforcées et toutes les recrues ne sont pas des stars absolues. Ok, Kaka et Cristiano viennent de gagner le Ballon d'Or. On est sur du classique Florentino Pérez, bien sûr. Xabi Alonso est devenu une star du côté de Liverpool. Là aussi, on est sur du grand classique. Mais Benzema, c'est encore un espoir du football à ce moment-là. Raúl Albiol, magnifique joueur du côté de Valence, mais c'est un joueur qui en arrivait en Real devait encore beaucoup prouver, devait encore franchir des paliers pour devenir réellement un joueur du calibre de ce club. Les profils sont variés, il y a une cohérence dans les choix, et surtout, encore une fois, j'insiste bien, toutes les lignes sont renforcées. Et pour une fois, Pérez n'a pas recruté que des étrangers. Florentino qui craque le PL pour 2 Espagnols. Incroyable. À ce moment-là, il réalise le mercato le plus fou de l'histoire et pourtant, c'est tellement plus équilibré que celui des Galacticos. Et cette notion d'équilibre, c'est la base du Real d'aujourd'hui. Tout part de là, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Sans le fiasco des Galacticos, le Real n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça, c'est juste la première étape de l'évolution du Real. D'ailleurs, si on prend vraiment cette saison-là, le Real est toujours dans sa série noire. Il y en a encore quelques autres, des évolutions, et le plus ironique, c'est qu'il en doit certaines au Barça. Ouais. Soit par contradiction, soit par mimétisme. Je m'explique. Le Real Madrid, historiquement, son ADN, c'est quoi? La gagne, la performance. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et si tu penses que je caricature, je t'invite à voir mon ancien reportage sur l'histoire du Classico et tu verras ce que te disent les supporters dans mon micro-trottoir. Je te mets un petit lien dans la description. Contrairement à Barcelone, il n'y a pas de style de jeu Real Madrid. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le public du Bernabéu n'est pas un public d'esthète. Évidemment qu'on veut voir du beau au Bernabéu également, du spectaculaire, bien évidemment, on veut voir des stars, mais on ne revendique pas une manière de gagner par rapport aux autres. Sauf qu'avec l'avènement du barcelonisme dans les années 2000, une équipe bâtie sur le long terme grâce à des jeunes performants, résultat d'une philosophie et d'un projet de jeu affirmé, Pérez a été forcé de comprendre que le foot était un sport de patience, que l'argent ne te permettait pas de tout gagner tout de suite. Bon, on est d'accord, ça aide grandement quand même, mais encore faut-il savoir l'utiliser cet argent. Alors y a-t-il une philosophie de jeu Real Madrid aujourd'hui? Non, je ne pense pas. La seule préoccupation reste la gagne. Mais la patience dont a fait preuve Barcelone pour arriver à son acmé, ça je suis certain que Florentino Pérez s'en est grandement inspiré. Depuis les années Mourinho, puis les conquêtes glorieuses de Zidane et Ancelotti, on a de la continuité dans un jeu de transition. Grosse solidité défensive, gros volume de jeu défensif et des fusées supersoniques et super douées techniquement devant pour finir le boulot. Et depuis, on voit qu'on a de la continuité dans le choix des joueurs également. Il suffit de voir l'incroyable longévité de joueurs comme Kroos et Modric, ou encore la patience donnée à des joueurs très jeunes comme Vinicius, Valverde et Rodrigo. Ça, dans les années 2000, c'était inconcevable. Le Pérez des années 2000, après les années Mourinho, je suis persuadé qu'il aurait absolument tout jeté à la poubelle et serait parti sur un nouveau projet bien cher,
bien bling bling. Mais non, il a fait le choix de la continuité dans le jeu avec Carlo Ancelotti, en investissement lourdement sur Gareth Bale, dont le profil s'inscrivait parfaitement dans ce style de jeu. Et il a continué de faire confiance à de jeunes Espagnols, comme Isco, Ilharramendi ou Carvajal, de retour de prêt du Bayer Leverkusen. Et tout ça, ça lui a valu la décima. D'ailleurs, entre parenthèses, la seule fois où il a rompu cette continuité dans le jeu, en nommant le très catalan, le très tiki-taka Lopetegui, ça a vite tourné au vinaigre. Bref, le Real a une identité de jeu aujourd'hui et elle est reconnaissable. Oui, mais ce n'est pas une question de philosophie pour autant. C'est un mélange de pragmatisme pur et de contradiction au rival barcelonais. D'ailleurs, si on devait parler de philosophie, si vraiment on devait en nommer une, ça serait vraiment le pragmatisme. Quel est le meilleur moyen de gagner des matchs, de gagner des titres, d'être le plus grand club? C'est ça la philosophie du Real. Je sais que beaucoup restent un petit peu sur ce schéma Barça-Real de la grande époque où pragmatique égale défensif, dogmatique égale offensif. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les définitions de ces mots. Arrêtons avec ces raccourcis. Un Guardiola, par exemple, aujourd'hui, est un pragmatique total. Pourtant, son jeu est tout ce qu'il y a de plus offensif. Par contre, le Guardiola du Barça de la grande époque, lui, était très dogmatique parce qu'il ne voyait qu'une seule manière de gagner. Donc oui, je pense que cette identité de jeu du Real, c'est un mélange de pragmatisme et de contradiction au rival catalan. Le rival catalan qui a quand même porté au firmament le jeu de possession durant les années 2000, il fallait bien contrebalancer un petit peu. Mais pour autant, il n'y a pas de revendication. Si ce style de jeu de transition du Real d'aujourd'hui ne marche plus, ne permet plus au Real de gagner des titres, je suis certain que Florentino Pérez et tout le reste du staff de cette équipe, tous les autres dirigeants de ce club, se feront une joie de changer de style pour vite retrouver le chemin de la victoire. Mais quand on voit l'équipe d'aujourd'hui, on se dit que ça, c'est pas pour tout de suite. Parce que si on regarde les grandes lignes du Real actuel, on voit exactement les mêmes bases. Projet long terme, vision pragmatique, profil de joueur bien ciblé. Pour moi, il y a eu une véritable évolution ces dernières années, c'est que le curseur a été placé encore un cran plus haut, voire même carrément au maximum, sur la jeunesse. Le fameux projet Cyborg, comme je l'avais nommé très vulgairement dans mon mercato idéal de l'année dernière. Avec tous ces jeunes très forts techniquement, très forts physiquement, gros volume de jeu, plutôt grand généralement. Bref, on prend vraiment des joueurs capables de s'adapter à absolument toutes les situations. C'est pas toujours les joueurs les plus beaux à voir jouer, ça je te l'accorde, même s'il y a quand même quelques artistes. Le Rodrigo, c'est très beau à voir jouer, et plein d'autres, même Vinicius également. Mais on sent vraiment que la priorité, c'est d'avoir les joueurs les plus complets. Là encore, on ressent le pragmatisme du Real. Un pragmatisme financier aussi d'ailleurs. On sent quand même que depuis le flop d'Eden Hazard, puis l'échec de la Super League pour laquelle Florentino Pérez militait quand même très fortement, on sent que tonton Pérez, il est plus très chaud pour faire des transferts à plus de 100 millions d'euros, plus salaire exorbitant. Alors évidemment, je dis pas que c'est terminé et qu'il fait que des bons coups, mais majoritairement, je trouve quand même qu'il y a plus de coups malins réalisés sur le marché des transferts. Et évidemment, il y a quelques petits craquages sur un Bellingham, sur un Tchouaméni. Bien sûr, ça reste le Real, ça reste Pérez. Mais un Tchouaméni à 100 millions d'euros, en termes de prime à la signature et de salaire, ça te coûte pas aussi cher qu'un Ronaldo à 94 millions ou qu'un Eden Hazard à plus de 100 millions. Ça reste plus raisonnable quelque part. Je pense que Pérez a très bien vu que le football était arrivé à un certain plafond financier et qu'il ne serait pas raisonnable de continuer dans cette escalade des prix. Déjà qu'elle est quand même particulièrement hausse, vraiment. Donc c'est bien. Si les autres clubs pouvaient s'en inspirer, ça serait pas mal. Mais oui, il voit bien qu'il doit trouver un moyen beaucoup plus pérenne de construire le club. Mais en même temps, le Real, c'est pas non plus l'Atalanta Bergame. Il faut aussi investir pour être efficace, performant de suite. Le meilleur exemple de ce changement de paradigme pour moi, c'est Mbappé. À une autre époque, après avoir échoué à recruter Kylian Mbappé l'été dernier, mais Pérez aurait cherché à compenser de suite en allant signer un autre joueur du même calibre, quitte même à surpayer parce qu'il faut bien en imposer, parce qu'il faut bien rassurer tout le monde. Mais ce Pérez-là, ce Real Madrid-là, a préféré attendre patiemment la fin de contrat de Kylian Mbappé et s'est contenté de jouer toute la saison avec le seul Rossellou comme option, comme attaquant de pointe. Faut se rendre compte, pour moi, à ce moment-là, c'est quasiment une manière de faire une croix sur les ambitions du club pendant une saison en attendant l'arrivée d'un seul joueur. Pour un club qui a connu tellement de stars,
Pour un club qui a une institution si forte, sacrifier, je mets des gros guillemets bien sûr, sacrifier une saison juste pour pouvoir récupérer un joueur, je trouve ça absolument hallucinant, même encore aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est que le Real est allé te chercher une Ligue des Champions et une Liga, même dans ce schéma-là. Je trouve ça absolument dingue. Ils sont allés gagner la Ligue des Champions sans véritable avant-centre titulaire. On se rend compte de la dinguerie ou pas? Et dans la foulée, ils récupèrent Mbappé gratos. Là encore, je mets de gros guillemets, d'autant plus qu'on parle actuellement d'une prime à la signature aux alentours de 100 millions d'euros pour Mbappé. Donc on peut pas dire non plus que ce soit l'affaire du siècle. Mais ça reste une affaire, parce que s'il avait fallu payer une centaine de millions, voire 200, parce que là on parle quand même de Mbappé, dans le marché actuel, ça peut coûter quand même très très cher. Et en plus de ça, lui donner une prime à la signature, bon, là, ça fait quasiment x3 l'investissement. Donc, ça reste une bonne affaire malgré tout. Mais c'est dire à quel point le club est parfaitement monté, à quel point le collectif est solide. Bref, c'est une folie. Le collectif est tellement bien monté, le club est tellement bien structuré qu'ils peuvent aller chercher les meilleurs titres, même avec un titulaire indiscutable en moins. C'est démentiel. Sur ces 4 dernières années, avec un effectif avec des joueurs soit trop vieux, soit trop jeunes, avec une équipe en transition, le club a gagné 2 Ligues des Champions, 2 Ligas, s'est payé une armée de cracks et un nouveau stade ultra moderne. Ah, si t'es supporter du Real, tu peux dormir tranquille, amigo. C'est un chef-d'œuvre de gestion à absolument tous les niveaux. Florentino Pérez a allié la puissance économique et le prestige des très grands clubs à la gestion rigoureuse et audacieuse des petits clubs qui vont type Atalanta. J'aime bien cet exemple. C'est vraiment pas péjoratif, j'adore ce que fait l'Atalanta, vraiment. Au Real, on a du pétrole et des idées. Et ça, c'est vraiment rare. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu Carlo Ancelotti de prolonger, car il voit bien que même avec tous ces titres gagnés, il y a encore le potentiel pour aller en chercher plein d'autres. Et aller conquérir ces nouveaux titres, marquer encore plus l'histoire et le faire dans cet écrin absolument magnifique qu'est le nouveau Bernabéu, bah ça aussi, ça le motive et on peut le comprendre. Bref, le tableau est quand même assez idyllique, mais pour autant, j'ai une crainte pour l'avenir. Mais juste avant de t'expliquer ça, j'en profite pour te rappeler de bien penser à mettre un pouce bleu et surtout de t'abonner. Je compte sur toi pour faire grandir cette chaîne. Bref, j'ai une crainte quant à l'avenir du Real Madrid et ça concerne justement cette notion d'équilibre. Et cet équilibre, j'ai peur qu'il puisse être rompu par l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors ne t'inquiète pas amigo, je ne suis pas là pour bâcher gratuitement Mbappé, ni même là pour remettre en question ses grandes qualités. Bien évidemment. Mais moi, ce que je vois sur ces dernières années, c'est que le Real d'Ancelotti, c'est un effectif particulièrement bien aligné, où tous les égos semblent s'être mis au pas devant le collectif. Que ce soit Vinicius, Bellingham, Rodrigo, qui tu veux, personne ne se sent au-dessus du club, en tout cas j'ai l'impression, actuellement. Et là, on parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a quand même énormément confiance en lui, qui est quand même l'une des plus grandes stars du football actuel, et qui sort de plusieurs années de dictature du côté du PSG. Je caricature, bien sûr. Donc niveau mentalité, je demande à voir. Je dis pas qu'il ne va pas y arriver, mais je demande à voir s'il va réussir réellement à mettre lui aussi son ego de côté pour pouvoir s'aligner avec tout le reste de cet effectif. D'autant plus que cet effectif, les égos étaient alignés, oui, mais c'était aussi parce que c'était essentiellement des jeunes sur ces dernières années. C'était des jeunes sur qui on ne mettait pas tant de pression que ça également, si on se souvient bien. On réclamait pas forcément au Real d'aller chercher ces Ligues des Champions, elles sont toujours quelque part un peu, je dis bien un peu inattendu. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes sont devenus des joueurs confirmés, sont devenus des méga stars. Vinicius, à l'heure actuelle, c'est le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Bellingham, c'est peut-être le prétendant numéro 2 ou numéro 3, c'est selon. C'est plus tout à fait les mêmes égos, hein. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué à gérer la saison prochaine. Et d'autant plus donc avec l'arrivée de Mbappé. Parlons de terrain également. Kylian Mbappé, s'il vient, on a compris, il vient pour jouer à un poste. C'est pour jouer numéro 9. C'est là qu'il y a une place à prendre. Mais après toutes ces années, à modifier son jeu, quitte des fois à jouer contre nature, à rouspéter sur son positionnement. Un coup il veut jouer à gauche, un coup il veut jouer à droite, un coup il veut jouer en pointe, un coup il veut jouer en pointe mais il veut pas jouer comme un pivot. Il a quand même pas mal pleurniché sur son positionnement et sur son rôle sur le terrain. Est-ce que là il va savoir se satisfaire de ce rôle de numéro 9? Parce que son rôle préférentiel au final, je pense en tout cas moi, c'est que c'est celui qui lui va le mieux au vu de ses qualités, c'est le poste d'ailier gauche façon Cristiano, hein, ailier, attaquant, ailier qui cherche avant tout à marquer des buts, bien évidemment. Mais ce rôle-là, c'est celui de Vinicius. Donc quelle sera l'entente avec Vinicius? Si Mbappé commence à venir dans sa zone, si Mbappé commence à réclamer à jouer côté gauche,
je pense pas que le Vinicius actuel va bien le prendre. Autant le Vinicius d'il y a 3 ans, quand Benzema dit ouais il joue contre nous, où il se tait et derrière il se met à bosser pour progresser, celui-là peut-être qu'il aurait pas fait grand chose, mais le Vinicius d'aujourd'hui à mon avis il va dire va te faire voir quoi. Bellingham qui s'est régalé dans ce rôle de numéro 10 sans véritable avant-centre devant lui, avec 2 attaquants plutôt excentrés dans un 4-4-2 losange. Lui qui avait toute cette liberté de se projeter et de finir les actions. Est-ce qu'il va se contenter cette fois de redevenir un simple milieu de terrain? J'utilise beaucoup trop les guillemets dans cette vidéo. Mais est-ce qu'il va se contenter de ce rôle de faire briller les autres, de faire briller avant tout Kylian Mbappé? Ça va être dur après avoir goûté à autant de fois les projecteurs dans le plus grand club du monde. Rodrigo qui souffre déjà d'un certain manque de reconnaissance, on l'a senti sur certaines récentes interviews. Est-ce qu'il va pas encore plus péter un câble de voir une méga star arriver? Puis on a des petits jeunes à faire jouer également, les Arda Güler, les Hendrick. Bon, eux sont quand même très jeunes. La hiérarchie s'impose d'elle-même, je me fais pas non plus trop de soucis par rapport à eux. Mais quand même, va falloir leur donner du temps de jeu à ces deux-là. Ça reste des joueurs très cotés, avec de très grosses ambitions. Va falloir leur faire un petit peu de place. Sinon, là aussi, ça risque de bouder. Surtout le petit Hendrick, là, il a l'air de quand même beaucoup aimer les caméras. Bref, tout ça, ce ne sont que des suppositions, bien évidemment. J'essaye de peser le pour et le contre. Je ne dis pas, je n'annonce pas un fiasco à cause de l'arrivée de Mbappé. Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça peut potentiellement très bien marcher. Je dirais même qu'il y a plus de chances que ça marche très bien que de chances que ça rate. Je dis juste que c'est pas cousu de fil blanc et qu'il y a encore pas mal de boulot pour Carlo Ancelotti pour maintenir cette dynamique. Puis il ne faut pas oublier le départ de Kroos également. Ça fait quand même un cadre de moins dans cette équipe et un joueur particulièrement important, influent et intelligent sur un terrain. Bon, certes, il y a toujours Modric, qui lui aussi est quand même particulièrement influent et intelligent, et qui logiquement devrait retrouver un petit peu plus de temps de jeu cette saison. C'est bien, ça donne un petit peu de continuité, et ça laisse encore un petit peu d'expérience dans cet effectif. Mais quand même, Kroos, ça peut jouer. Puis pour moi, il y a des joueurs qui doivent montrer plus, qui doivent franchir un palier. Chouameni, par exemple. Alors ok, c'est solide, mais dans le jeu, pour moi, ça laisse encore à désirer. Il doit prendre un petit peu plus de responsabilité dans le jeu. Bon, je dis pas de se transformer en numéro 10, bien évidemment. Kamavinga, lui, par exemple, on attend peut-être un petit peu plus de régularité et un petit peu plus de fiabilité dans son jeu. Valverde va devoir assumer encore un petit peu plus de leadership, je pense, dans cette équipe. C'est lui le représentant du madridisme aujourd'hui, je pense. Et quelque part, c'est ça qui est fou. C'est ça qui fait qu'on peut être hyper optimiste pour cette équipe. C'est que cette équipe, bien qu'elle ait déjà tout gagné, a encore de la marge de progression. C'est quand même absolument dingue. Après, est-ce que pour autant on peut déjà lui attribuer la Ligue des Champions 2025? Est-ce que c'est déjà gagné? Non, je ne pense pas. Il y a quand même d'autres grands clubs qui bossent très bien et qui ont de l'argent. Je pense particulièrement à Manchester City, même si apparemment il y a quelques petites opérations un petit peu louches derrière, même si c'est pas encore tout à fait prouvé à l'heure actuelle. Mais en tout cas, sportivement et d'un point de vue gestion, c'est quand même très bien fait. Mais globalement, je suis très optimiste pour ce Real, tu l'as compris. D'autant qu'il y a encore un autre facteur qui me semble particulièrement fondamental dans cet optimisme, c'est la confiance qui règne dans ce club, avec tous ces comebacks improbables, avec toutes ces Ligues des Champions arrachées, alors qu'en début de saison et même en cours de saison, on les annonce toujours comme pas si incroyable que ça, pas si fort que ça, comme une équipe en transition, pour les plus constructifs. Ce qui est pas faux d'ailleurs, hein. C'est ça qui est fou, le Real a gagné des titres dans des périodes de transition. C'est dingue. Mais bref, la culture de la gagne, déjà particulièrement forte historiquement dans ce club, doit être à son paroxysme actuellement. Il doit vraiment se sentir absolument invincible. Et quand on sait que le football se joue quand même grandement dans les têtes, c'est un atout absolument pas négligeable. Bref, tout ça pour dire que Tonton Pérez a absolument tout compris dorénavant au football et que si vous êtes supporter du Real, vous pouvez dormir tranquille. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Bon, désolé, le nouveau setup n'est pas encore terminé, c'est encore un petit peu vide. J'y travaille, mais j'espère en tout cas que le contenu de la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien, j'insiste particulièrement à mettre un pouce bleu et t'abonner. On s'en approche des 200 000 mine de rien. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.